Et salut tout le monde, du coup bienvenue sur le Canacast épisode 3. On a l'honneur ce soir de recevoir Victor de French Touch Seeds. Bienvenue Victor et puis merci d'avoir accepté l'invite pour ce soir, c'est super cool. Avec plaisir, Yann. Du coup je vais te laisser te présenter un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Victor de French Touch, un des créateurs de cette banque de graines à forte identité française. Et c'est un projet qu'on a commencé en 2010. Donc moi, voilà, je suis des créateurs depuis le départ. Et on a, depuis 2010, participé à pas mal de différentes choses, notamment Technigro, qui était le salon qui s'est déroulé en France de 2014 à 2018 pour les gros shops. Et puis on est investi dans pas mal de différents projets dans le secteur. Mais notre activité principale, effectivement, c'est vraiment la graine et French Touch, et c'est au travers de ça qu'on me connaît un petit peu. Ok. Du coup, c'est quoi un peu ton parcours? Est-ce que tu as toujours travaillé dans le secteur du cannabis? Est-ce que tu as fait d'autres choses avant? Alors oui, en étant français, c'est difficile de démarrer tout de suite dans le secteur du cannabis, et ça l'était encore plus, à mes débuts. Mais c'est vrai que moi, j'ai une formation plus d'informaticien et de développeur d'applications. Et j'ai commencé justement avec j'avais ma société de création de sites internet et de programmes. Et en fin de compte, c'est ça qui a fait le lien pour moi avec le secteur du cannabis. C'est une société espagnole qui m'a chargé de faire un site internet et quelques trucs qui étaient en relation avec le secteur. En fin de compte, c'est là que ça m'a rapproché avec le fonctionnement qui était un petit peu plus libre à ce niveau-là en Espagne, et qui m'a fait franchir le cap, si tu veux. En dehors du fait qu'on habite, et que j'ai toujours habité à 10 kilomètres de la frontière espagnole. Donc c'est vrai que géographiquement, on avait aussi la facilité de passer la frontière et de pouvoir commencer un projet de l'autre côté, on va dire. Donc c'est vrai que je suis arrivé par l'informatique, et c'est l'informatique qui m'a fait mettre un pied dans le milieu du cannabis. Hmm. Euh, j'ai rencontré de par ce travail informatique, les gens qui avaient créé Guia de Gros à l'époque en Espagne, qui était un guide des gros shops. Et c'est vrai qu'ils m'avaient reçu dans des bureaux qui étaient déjà, à l'époque, bien en place, avec vraiment une bonne équipe. Et quand j'avais vu ça, c'est ça qui m'avait donné l'envie, en me disant, voilà, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler dans le cannabis, mais que ce soit propre et que ce soit carré et professionnel. Ouais, ouais, puis du Te coup, vu que répondre. t'étais assez proche de l'Espagne, c'est vrai que là-bas, culturellement, c'est plus installé depuis plus longtemps, donc forcément, il y avait aussi une industrie qui était un peu plus développée là-bas, quoi. Complètement. En tout cas, enfin, c'est vrai que ça sur ça depuis longtemps. L'Espagne donne un petit peu cette image. Souvent, les Français pensent il y a une vraie liberté concernant le cannabis. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une acceptation sociale qui est quand même un peu plus ouverte que chez nous. C'est un sujet qui est moins tabou et qu'il était déjà moins il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Euh, et donc, c'est vrai que concernant les graines spécifiquement, il y avait quand même un réseau de gros shops bien plus développé, avec des gros shops qui vendent des graines et qui ont toujours vendu des graines. Et ça, c'est une vraie différence par rapport à la France. Euh, et donc, pour nous, ça semblait quand même beaucoup plus logique de faire ce projet côté espagnol. On avait déjà la crainte quand même de le démarrer, et c'est vrai que de le faire en Espagne, ça nous donnait cette petite sécurité quand même. Ouais, bien que finalement, j'ai l'impression qu'en Espagne, personne n'est trop non plus à l'abri d'avoir un pépin, quoi. Il y a eu des précédents. Je me rappelle de Dinafem, là, il y a quelques années, qui a eu des gros problèmes. Je pense qu'au final, bon, c'est vachement tolérant, mais tu peux quand même avoir des ennuis, quoi. En fin de compte, oui, c'est ce qui est tolérant, c'est pas vraiment que c'est vachement tolérant, on va dire que c'est d'une certaine façon, on laisse un petit peu travailler les gens du secteur, mais c'est un petit peu, par exemple, comme la tolérance des coffee shops pendant des années en Hollande, qui avaient le droit de vendre des fleurs sans pour autant en produire ou en acheter, Hmm. tu vois, qui Il y a un flou, apparaissait un peu quoi. là. C'est un peu la même chose avec la graine, finalement. Dans le sens où, bon, il y a certaines rares personnes qui arrivent et ça encore que depuis peu de temps, à produire des graines
d'une façon un petit peu couverte, mais souvent c'est plus considéré comme des graines de chanvre ou passé pour du chanvre industriel. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout de légitimité concernant la production des semences en soi. Donc une fois que les graines, elles sont rentrées dans le système de facturation et de produits communs, il n'y a pas de limite sur le fait de pouvoir les vendre sous forme de graines de collection, etc. Mais si on venait creuser un petit peu plus la question et aller voir côté producteur, ben effectivement, en production, on n'a aucune légitimité. À la fois pour protéger nos travaux et à la fois pour pouvoir dire, voilà, on les produit dans tel cadre et il y a pas de souci. Il n'y a pas de différence qui sont faites à partir du moment où on fait pousser la fleur entre un producteur de fleurs en soi ou de graines. Donc Oui, c'est oui, vrai que oui, oui. voilà. On avait l'espoir que ça allait changer quand même quand on s'est lancé dans ce projet et finalement, ben, pour l'instant, ça a pas tant évolué que ça. Ouais, j'ai un peu l'impression que c'est, un coup, ils laissent couler pendant 5 ans, après ils refont une petite offensive histoire de calmer le jeu. Là, je vois qu'à Barcelone, il y a encore eu, c'est encore revenu sur le tapis pour les Cannabis Social Club. J'ai un peu l'impression que il y a toujours de temps en temps des petites fulgurances comme ça pour essayer de contrer ce qui se passe là-bas. Je sais pas trop comment toi tu vois les choses, mais Alors ça pourrait être perçu peut-être comme ça. Après pour moi, je pense que c'est quand même des dossiers bien différents, dans le sens où la graine, c'est vraiment sa spécificité, si tu veux. Et si on parle un peu plus du cas d'Inafem, une des raisons pour lesquelles ils ont été un peu embêtés, c'est aussi pour le côté blog et le côté conseil de culture, et cetera. Si tu veux, c'est vrai que dans l'objet, graine de collection, interdite à la germination, si d'un côté il y a cette graine interdite à la germination et que de l'autre on dispense des mmh. conseils de culture, poussés, quelque part c'est peut un peu donner le bâton pour se faire battre, même s'il y a énormément de tolérance, hein, mais c'est vrai qu'après ils avaient atteint un tel niveau de prestige et de Mmh. mouvement qu'ils attiraient un peu plus l'attention, nécessairement. Mais quand on parle des assos, par exemple, là, c'est encore un autre dossier, qui en plus n'est pas national comme l'est le cas de la graine, dans le sens où pour la graine, c'est autorisé sur tout le territoire, la vente de graines. Maintenant, comme en France, hein, dans tous les seed shops ou même le CBD shop, il y a seulement les gros shops qui n'ont pas vraiment le droit. Parce que c'est vrai que ressortir d'un magasin, comme c'est le cas ici, avec des graines interdites à la germination, un sac de terreau, le pot, les engrais, si tu veux, on pousse l'hypocrisie quand même au maximum. Mais dans les assos, il y a une législation différente et en tout cas une jurisprudence un peu différente en fonction des régions. Donc c'est vrai que là où on a vu le plus d'associations fleurir, c'était quand même en Catalogne et au Pays basque, même s'il y en a dans toute l'Espagne. Mais c'est vrai que c'est sur ces régions à la fois frontalières et à la fois à fort caractère indépendantiste que les associations ont le plus prospéré. Et, et ça, pour moi, de mon analyse, je pense que c'est aussi un pied de nez un peu fait par ces régions, si tu veux, qui se considèrent un peu plus autonomes que les autres, à l'État espagnol. Dans le sens où si on parle de la Catalogne en soi, il y a quelques années, il y a un projet qui avait été déposé qui légitimait vraiment ces associations et qui était très bien ficelé, qui allait jusqu'à de la production au transport, du lieu de production aux locaux de l'association, etc. Enfin, vraiment un projet qui avait été bien pensé. Et au bout d'un mois, il a été cassé par le gouvernement central. Donc c'est pour autant, si tu veux, quand ça arrive, est-ce qu'ensuite c'est appliqué à la lettre sur le terrain? Pas nécessairement. Et ensuite, c'est justement, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un peu un pied de nez de la Catalogne de dire: «D'accord, vous avez cassé notre loi qu'on a essayé de faire passer, pour autant, bon, on va l'appliquer gentiment». Donc c'est vrai que là dernièrement, c'est la maire de Barcelone, du coup, qui effectivement a fait passer un décret, il me semble, pour faire un petit peu le ménage au niveau des associations. Mais c'est toujours pareil, on ne sait jamais si c'est un effet d'annonce, on ne sait jamais. Et voilà, c'est toujours comme tu dis, il y a quand même un coup en avant, 2 coups en arrière. Après, les associations en soi ont jamais réellement joui d'une vraie légitimité. Beaucoup d'associations ont quand même des jugements en cours ou des jugements en attente, heu, qui les empêchent pas pour autant d'ouvrir le local et de fonctionner. Mais elles sont quand même, pour la plupart, en tout cas, en permanente lutte quand même avec la justice, si tu veux. Donc c'est vrai que voilà, dès qu'il y en a une qui fait un peu trop de bruit, ça peut aussi retomber sur les autres. Après, il y a des associations qui sont arrivées jusqu'à des trucs avec 4 000, 5 000, 6 000, 10 000 membres, avec beaucoup d'étrangers. Donc on est loin du principe de base de l'association
local, tu vois, pour pas faire de tourisme cannabique. C'est ça aussi qui dérange un petit peu. Même Ouais, si, ouais. aujourd'hui, bah, la destination, voilà, Je pense que ça c'est quand joue même un truc. pour le tourisme aussi un peu. Il y a quand même pas mal de gens qui vont faire du tourisme là-bas pour ça. J'ai un peu l'impression que c'est devenu la nouvelle Amsterdam quand même quelque part. Même que ça soit en termes de tourisme cannabique comme en termes d'endroits vers où regarder quand on veut savoir ce qui se passe un peu dans l'industrie et les tendances, tu vois. Tout se passe un peu Bien sûr, sur mais Barcelone, quoi. Donc, bah, en plus, ce phénomène, ça a été renforcé parce qu'il y a quand même là maintenant une avancée, une ouverture sur les coffee shops à Amsterdam. Mais pendant de nombreuses années, la Hollande était quand même plus à mettre des bâtons dans les roues à toutes les entreprises qui touchaient au cannabis. Et beaucoup d'entreprises hollandaises ont déménagé leur siège en Espagne. Et donc l'Espagne est devenue à la fois cette attraction, comme tu dis, un peu touristique. Et c'est vrai que si tu as le choix entre Barcelone et ses plages et le temps espagnol et Amsterdam et sa possible pluie et le temps hollandais, voilà, il y a quand même des facteurs qui jouent. Et c'est vrai que, ça s'est vachement ça s'est beaucoup développé. Mais sur le côté aussi professionnel, beaucoup d'entreprises vraiment se sont déplacées aussi en Espagne. Hem, pour cette permissivité ou en tout cas, il n'y a pas eu de changement ou de chasse à l'entreprise, qui touche au cannabis de près et de loin. Parce que c'est vrai qu'en Hollande, ça a été les producteurs d'engrais, les producteurs de filtres, les constru tout ce qui était même secteur gros shop a été un petit peu embêté pendant un moment. Donc ça, je te rejoins là-dessus sur le côté Barcelone, un petit peu aussi Nouvelle Amsterdam. ouais, c'est la capitale européenne du cannabis, un peu quelque part, quoi. Bah, d'une certaine façon, oui. Et puis c'est vrai que ce truc-là est quand même très soutenu par la Spannabis, qui est quand même Ouais, un des plus vieux salons et avec une reconnaissance vraiment mondiale. clairement. Donc Du coup, après, c'est on va revenir un peu sur toi et c'est la petite question que je pose un peu à tous les invités, c'est comment est-ce que tu as découvert le cannabis? Bah, pas forcément ta première consommation, mais est-ce que tu te rappelles du moment où, je sais pas, t'en as entendu parler, ou on t'a parlé d'un truc en rapport avec ça et que ça t'a marqué, tu vois? bah, moi, on était j'ai grandi quand même dans un milieu qui était, au niveau familial. On allait souvent quand même dans des festivals, dans des rassemblements, des fois dans des choses comme ça un peu alternatives. Et c'est vrai que je me rappelle que les premiers rapports, c'était justement de me retrouver un peu avec des plus grands et de voir ce truc-là qui tournait avec des odeurs intéressantes. Donc je me rappelle que déjà, ça me donnait, assez jeune, j'étais attiré par la chose. Et plus tard, mon premier vrai contact avec la plante, c'était justement chez des amis proches de la maison, qui avaient, qui cultivaient. J'avais souvent, vu leurs plantes en extérieur, et ils avaient jeté un petit pot, avec une plante qui était un pot qui avait pas de trou, tu sais, où la plante était en train de D'asphyxier, quoi. s'étouffer, Mm. de mourir doucement, de s'asphyxier. Et puis ils l'avaient simplement renversée comme ça, mais elle était pas morte. Et moi, du coup, je passais de temps en temps et j'observais qu'elle survivait, jusqu'au jour où j'ai décidé de la prendre, de la remettre dans un petit pot et de commencer à m'en occuper. Donc ça devait être vers mes 14 ans, et ça a été voilà, le premier pas vraiment vers la première plante qu'on avait sauvée. On voulait pas la couper, on l'avait mis après à l'intérieur, on prélevait quelques fleurs dessus, mais on pensait pas qu'elle allait mourir, tu vois, qu'elle allait pas continuer à se Ok. développer. Donc voilà, c'est vrai que c'était le tout début, c'est parti de là. Ok. Et du coup, ta première consommation, elle est venue longtemps après, à peu près au moment où t'as fait pousser ta première plante? À peu près à ce moment-là, en même temps, hein, on va dire. C'est vrai que je connaissais déjà la chose. C'est vrai que les premiers, comme beaucoup, je pense ici, les premières dégustations, ça a été plus sur du marocain, finalement, en attendant de pouvoir goûter ces fleurs-là. Et c'est vrai que ouais, c'était à peu près à la même époque. Et du coup, après, je suppose que t'as dû en faire pousser des paquets et des paquets de fois. Et c'est quoi qui t'a vraiment attiré dans le fait de persévérer là-dedans et tu vois, de continuer à faire pousser? Parce qu'il y a plein de gens qui sont consommateurs et qui restent consommateurs et qui passent pas le pas de faire pousser, de s'autosuffire. C'est quoi qui t'a Oui, poussé, toi? je pense déjà certainement une question un peu aussi géographique, et d'être à la montagne et d'avoir de l'espace. C'est quand même un petit peu plus facile.
Parce que quand on est dans une zone urbaine et qu'on est mineur, qu'on n'a pas la complicité nécessairement parentale, pour aller faire une culture guérilla sans, ben, ça complique pas mal la chose. Quand on est montagnard et qu'on peut aller crapahuter et trouver des spots comme ça dans la nature, je pense déjà que ça facilite un petit peu. Euh, Ensuite, c'est vrai que c'est une plante qui est quand même. Enfin, moi, j'ai toujours adoré toute forme de plante dans la culture. Je trouve quand même que ce truc de la petite graine qui germe et qui se développe et qui devient un végétal et qui finit finalement par produire quelque chose d'intéressant, c'est toujours magique et toujours a vraiment son développement. Et c'est vrai que bah, j'ai eu voilà, cet amour pour la ganja, clairement. En plus, avec le côté artistique, nous, on a toujours été aussi dans la fibre reggae et hip-hop qui nous a toujours accompagnés et qui allait plutôt bien avec ça. Et c'est vrai que on avait ce truc vraiment de l'autoculture, de guérilla dans la montagne et du partage. C'était finalement une certaine un petit peu aussi monnaie d'échange, on va dire, entre les copains, un truc qui faisait plaisir, qui était pas du tout monétisé. Quand je dis monnaie, c'est le terme finalement est pas forcément bon parce que ça a été que très tard qu'on y a commencé à y voir une valeur vraiment. Et parce que pour nous, au départ, c'était vraiment un truc comme dans le potager, plus cette culture potagère du truc que tu fais pousser, que tu es content de partager avec les copains. C'est vraiment ce truc-là qui nous a séduit et qui nous a passionnés et qui nous a poussé ensuite. Mais c'était vraiment pendant très longtemps, sans aucune pensée professionnelle future. Ça, c'est venu par la suite, mais c'est vrai que c'est pas je pense que c'est pas forcément quelque chose maintenant que le sujet est beaucoup plus médiatisé et qu'on voit que finalement il y a plein de pays où il y a des sociétés où on peut travailler là-dedans et on voit des images incroyables. Mais c'est vrai que nous, dans les années 2000, on n'avait pas du tout cette vision de la possible professionnalisation de la chose. Pour l'instant, c'était encore, dans aucun pays. Donc c'est vrai qu'on rêvait pas, comme on pouvait rêver d'être chanteur, et de faire des concerts, un peu partout, on rêvait pas de devenir, professionnel dans le cannabis. Ouais, ouais, c'est clair que oui, en France, jusqu'au début des années 2000, on pensait pas. Enfin, moi, je savais même pas que c'était légal ailleurs. Enfin, du coup, c'est vrai que quand tu grandis comme ça, tu peux pas forcément te projeter sur ça, quoi. C'est certain. Non. Non, 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 c'était vraiment du coup, c'est ça qui est intéressant aussi parce que c'était vraiment un côté juste passion, quoi, simplement. Enfin, avec bien sûr le côté festif, de l'adolescence mais voilà, c'était et puis comme je te dis, à ce moment-là, dans nos coins de montagne, il y avait pas vraiment, il y avait en tout cas, enfin, vraiment sur la partie adolescente, il y avait pas ce truc vraiment de dealer et de prix, c'était plus des échanges entre copains, le moment où on se retrouvait tous à la période de la moisson, c'était vraiment plus dans cet esprit de partage. Ok. Et là, on va passer plutôt sur la partie qui est à propos de ta boîte, à propos de FTS, French Seed. Et Mmh. moi, ça m'intéresserait de savoir un peu comment vous travaillez vos génétiques chez French Touch. Alors c'est vrai que nous on a depuis le début une originalité par rapport à d'autres, qui a été certainement, poussée un peu par l'illégalité de la situation ici, qu'on a toujours travaillé sous forme de collectif. C'est-à-dire que on n'est pas une banque avec une équipe qui se retrouve dans un grand espace de culture et qui va ensemble mener des travaux. On a, on a vraiment plus des individualités et d'ailleurs, c'est ce qui nous a intéressés au départ, c'était d'aller trouver justement des Français qui avaient préservé une génétique ou stabilisé une génétique ou travaillé quelque chose qu'on pouvait éventuellement, qui était suffisamment stable pour pouvoir le présenter et l'intégrer au catalogue French Touch. Et c'est vrai que là, on a par exemple les gens des Breeders Bourbon qui sont à La Réunion et qui sont ceux qui ont fait les travaux sur les amals, donc sur la mangue-carotte, qualité tisane et mango pepper. Et eux, par exemple, continuent à nous envoyer chaque année le lot de graines qu'ils ont fait là-bas à La Réunion, toujours de la même façon depuis le début. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie originalité par rapport à d'autres. Et c'est un petit peu la même chose sur tous nos travaux, c'est-à-dire qu'on a des variétés qu'on a eues, qu'on n'a plus au catalogue, parce que finalement le breeder qui l'avait faite ne pouvait plus assurer la continuité.
Et donc on a bien souvent pas même, on a quand même une maison mère où on teste et on a eu souvent des gens qui nous ont envoyé des graines qui étaient pas abouties ou qui étaient pas encore suffisamment stables. Bah, on travaille un petit peu comme ça. Quand on a besoin justement de reproduire une certaine variété qui est en train d'épuiser le stock, on s'organise pour voir qui va la faire un peu dans le collectif. Là-bas, les amas, elles, forcément, elles viennent de là-bas, mais ensuite, quand il s'agit de douce nuit, Sativa des Rois, bon, bah, la Didier et la Kikiriki, par exemple, c'est les deux seules variétés que moi j'ai faites dans le catalogue. Donc c'est moi qui les reproduis. Dans le passé, il y a eu d'autres breeders qui les ont aussi multipliés quand il fallait faire, mais on s'organise un petit peu comme ça. Sont vraiment collectifs avec du coup, bah, des satellites un petit peu de culture et après on n'a pas besoin, contrairement à certaines banques, de produire aussi des quantités monstrueuses de semences. On a toujours, refusé depuis le départ de vendre nos graines, en bulk, parce que tu sais que beaucoup de variétés sinon se retrouvent empaquetées, sous différents noms et cetera. Donc c'est vrai que ça nous permet plus de maintenir une certaine qualité, production quand même raisonnable, parce qu'il ne faut pas non plus, se faire, voilà, on n'a pas des espaces de culture non plus monstrueux, hem et donc voilà, on travaille vraiment comme ça, de façon assez collective. On est quand même encore des fois sollicité, tu vois? Par exemple, il y a 2 Français du nord de la France qui font des travaux, isolés depuis, de longues années sur des landraces et sur des stabilisations, qu'on a rencontrés maintenant il y a un peu plus d'1 an. On a essayé plusieurs de leurs variétés et là on s'apprête, on va en proposer une, à la Spannabis et on s'apprête à rajouter quelques-uns de leurs travaux au catalogue, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose, on continue à être ouvert. Il faut qu'il y ait un travail, mais aussi une compatibilité humaine avec les gens parce que c'est aussi quand même toujours une aventure, voilà. On est dans un secteur où on veut travailler entre passionnés, on veut travailler entre gens qui parlent la même langue et finalement, on n'est pas tous, sur cette même vibration. Donc voilà, il y a ce truc-là. C'est un collectif de gens qui s'entendent, qui partagent cette passion et cette vision un peu de la préservation de la plante et de travaux originaux. Et puis comme je te dis, voilà, chaque breeder, nous, ça nous va très bien si un breeder arrive dans le collectif et qu'il a sa variété, qu'il maintient la reproduction et que nous, on lui demande simplement de dire: «Bah, tiens, là, regarde, attention, les stocks commencent à être bas, il va falloir que tu nous en refasses» et lui s'engage à maintenir les parents et à être capable, quand il faut, de reproduire ses semences. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Maintenant, ça fait beaucoup d'années qu'on travaille comme ça et comme je te disais au début, on était quand même on espérait un changement, qui allait être plus rapide. Et donc là, on est en train quand même d'essayer d'aller voir sur d'autres territoires si on peut, bah, faire la production de graines de façon légale. Et on est notamment très intéressé sur l'Argentine et on avance un projet pour pouvoir commencer à faire nos graines là-bas. Ouais, ça simplifierait pas mal le travail, quoi. Après, l'avantage d'être en collectif comme ça, c'est que pour la préservation des parents, les trucs comme ça, tu peux dispatcher un peu chez tout le monde et un peu moins de risque de perte, entre guillemets, tu vois. Si tu sais que c'est préservé à plein d'endroits différents, t'as aussi la chance de pouvoir être un peu sûr de garder tes génétiques. Il y a des breeders qui se sont fait avoir il y a quelques années comme ça, où incendie ou inondation ou que sais-je, et qui perdent toute leur Bien sûr. génétique. Donc bon, ça peut compliquer un peu le travail, mais ça a d'autres avantages derrière, quoi. Et Ça, c'est vrai et à la fois ça ou même des virus ou des attaques, enfin, tu sais, hmm. il y a quand même, on est sur des plantes qui sont sensibles et donc ça, c'est vrai que ça, c'est une force. Mais ça demande quand même une coordination et c'est vrai que travailler autour de cette passion quand même à distance, bah, des fois, on a besoin de se confronter, de pouvoir, voilà, montrer les choses, mais bon, on y arrive et puis on est quand même le noyau dur, on n'est pas si loin que ça l'un de l'autre, les uns des autres, tu vois? Donc ça va, on arrive à travailler. Mais Hmm. c'est vrai qu'on aimerait bien se projeter sur un espace légal où on puisse, voilà, quand même mettre un petit peu plus de force, et regrouper nos efforts. Ouais, parce que même finalement, tu vois, ne serait-ce que par exemple, je sais pas, mais je pense si tu veux faire un contrat ou un truc comme ça au mec qui reproduit des génétiques, tu fais comment, tu vois? C'est en fait, c'est pour ça aussi, je pense que tu dis que le côté humain est hyper important, c'est parce que bah, du coup, c'est aussi à la confiance que ça marche quelque part et tu intérêt de vraiment trust les personnes avec qui tu travailles
pour être sûr que ça peut marcher, quoi, parce qu'il y a pas de, il y a aucune règle en quelque sorte, sinon, à part la confiance. Bah, exactement, comme tu dis, un grand pourcentage des histoires qu'on entend justement entre les banques de graines, etc., bah, c'est souvent, euh, bah, comme tu dis, un souci ou un breeder pas content qui est parti avec ses génétiques, comme c'était le cas à l'époque de Chanty Baba. Et là, tout de suite, bah, la banque se retrouve sans les parents pour pouvoir continuer à les faire. Donc c'est vrai que ça, c'est aujourd'hui essentiel. Et nous, on a vraiment on est dans cette recherche pour pouvoir aussi protéger nos travaux. Parce qu'ici, quand même, en Europe, on a, sans parler vraiment du cannabis, mais même aujourd'hui en France, si tu crées une variété de tomates, une variété de carottes, une variété, tu vois, de légumes, de fruits, et que tu veux la protéger et la déposer, ben, on est quand même face à des barrières administratives, en tout cas des complexités qui font qu'il y a l'impression que c'est presque pas possible. Mm. Et on voit le cas d'associations comme Cocopelli, tu vois, qui ont tout le temps des procès, des trucs pour justement défendre le droit à la semence libre. Euh, et donc ça, c'est quand même, voilà, une réalité un petit peu ici dans nos pays européens. La semence, c'est un petit peu face gardée. Mais Donc puis, c'est, même si tu regardes un peu ce qui se passe dans l'univers du CBD en Europe, si tu veux faire... que tu parles de galère administrative, et c'est sûr que c'en est une, mais je pense qu'il y a aussi une question de moyens financiers derrière l'enregistrement des variétés. Je pense que demain, un mec qui est hyper passionné, qui a créé une génétique hyper stable de CBD par exemple, et qui veut la passer au catalogue européen, il a intérêt d'avoir un compte en ouais. banque relativement bien garni s'il veut pouvoir faire homologuer sa variété, quoi. Donc il y a pas mal de freins, je pense, en Europe pour ça de toute façon. Ouais. Ah, comme tu dis, et en plus de ça, pourquoi finalement il faut qu'il ait le compte bien garni? Parce que justement, il y a énormément de formalités administratives pour lesquelles il va devoir se faire accompagner. Et, et pour lequel ça peut ne pas aboutir, hein, parce qu'il y en a plein qui ont présenté des enregistrements qui ont pour autant été refusés. Donc, comme tu dis, voilà, c'est quand même un cheminement complexe. Et c'est vrai que là, nous, par exemple, avec l'expérience qu'on a enfin, en tout cas, je peux parler du modèle argentin parce que c'est celui-là maintenant, nous, qu'on connaît pas mal. Mais en tout cas, ça a été, le cheminement est beaucoup plus logique et beaucoup plus clair. On sent une volonté que tu y arrives. Alors que là, c'est plus un cheminement où tu sens qu'on ne veut pas que tu y arrives. Tu vois un peu Ouais, la ouais, ouais. différence. Et, On sent qu'on veut pas, et ça, qu'on veut privilégier certaines personnes de pouvoir y arriver et d'autres non, quoi. Une certaine classe, on va dire, de personnes, et les autres, pour eux, c'est... oui, je ne sais pas si c'est une classe, mais en tout cas, c'est un truc qu'il va vraiment Hmm. falloir te battre et aller le chercher, quoi, Ouais, ouais. ton enregistrement et le défendre. Euh, alors que dans d'autres cadres législatifs, ben, ça peut être, entre guillemets, une formalité qui prend du temps, mais où tout est présenté clairement dès le départ et tu sais où on va, quoi. Mais bon, après, là, on parle de deux choses différentes. C'est vrai que si on parle de l'enregistrement de variétés CBD ici en Europe, là, au niveau du THC, autant il commence à y avoir du mouvement aussi, mais autant là, Ouais, par là, contre, sur c'est... le Oui. CBD, on a un vrai mouvement. Hmm. Euh, c'est vrai que là, enfin, le fonctionnement MPIT, chambre industrielle, etc., est quand même relativement bousculé avec les variétés féminisées quand même maintenant enregistrées au catalogue. Il y en a maintenant, je pense, cette année, je crois qu'il va y en avoir 7 ou 8 disponibles quand même. Donc ça vient quand même changer pas mal la donne pour les chanvriers. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, le problème de tout ça aussi, c'est que ça uniformise un peu ce que tu vas trouver sur le marché, quoi. C'est-à-dire que si tout le monde fait ces 7-8 variétés-là, bon, c'est pas très drôle non plus, quoi. Ah, c'est sûr, et puis en plus, finalement, il y a une augmentation quand même bon, considérable de la pousse, tu vois, de la quantité du besoin sur ces graines-là. Et c'est vrai que même sur le champ industriel, MPIT ont aussi du mal à suivre. Et, non, et pour autant, l'extension, en tout cas enfin, sur la partie chanvre, est plus lente que ce qu'on espérerait. Parce qu'au niveau industriel, au niveau construction, le chanvre a des possibilités qui sont tellement monstrueuses et de capture du CO2 que c'est presque une plante qui deviendrait obligatoire de cultiver sur des espaces libres, ne serait-ce que pour sa capacité à capturer du CO2, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui se passent. Et sur les variétés, comme tu dis, bah,
ça limite énormément l'offre finalement même pour le client final parce qu'effectivement, bah, si tout le monde a les mêmes choses, on se retrouve quand même assez limité. Et c'est vrai que finalement cette lenteur aussi administrative de l'évolution, elle pousse les chanvriers à être un peu en avance et à éventuellement cultiver d'autres génétiques et trouver des façons de contourner ces barrières. Bah, il y en a, ouais, ouais, sur le marché français, ça fonctionne pas mal comme ça, quoi. Du coup, on va revenir Ah un oui, peu. et Ouais. en plus, voilà, revenons-y, mais si tu veux, c'est vrai que ça s'est poussé aussi par le fait que finalement, bah, cette limite du 0,3 ou du 1 finalement, tu vois, enfin, du 0,6 en Italie, 1 en Suisse, 0,3 ici, et le 0,2 qui continue à être appliqué en Espagne. C'est tout ça qui vient compliquer la chose. Ouais, clairement, ouais. Et du coup, on va revenir sur French Touch. Est-ce que tu te rappelles de tes premiers travaux de breeding chez French Touch, sur quelle variété c'était? Alors moi, ça a été sur la Didi. Au moment où on a commencé avec le collectif, avant vraiment de lancer French Touch, avec l'équipe ici, qui m'avait demandé de faire le site internet, on a aussi fait le tour un petit peu des gros shops, surtout du sud de la France, bah, pour essayer déjà de revendre des graines d'autres banques pour commencer un peu à à faire un petit peu d'activité, mais aussi pour connecter avec des bons cultivateurs français. Et finalement, dans les en 2010, 2008, 2010, les gens qui étaient derrière un comptoir de gros shop, ah, c'était des vrais passionnés de culture, et tous cultivateurs et tous des bibles ouvertes. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a rencontré les premiers breeders un peu plus vétérans français dans leur gros shop et des gens qui avaient déjà justement des travaux intéressants. Et donc les premières féminisées, c'est des gens comme ça qui les ont apportés au collectif. Et moi, personnellement, j'avais déjà travaillé un petit peu sur des autos avec un breeder de Paris qui était celui justement qui nous avait donné le Riri Cut, le Core Cut, le Exotus Cut, les premiers clones élites qu'on a eu vraiment et qui nous ont fait mettre le pas sur le bouturage, la conservation des pieds mères, etc. C'est vrai que quand tu reçois un cadeau comme ça, Ouais. bah, ça te pousse à apprendre vite Bah, comment faire. quand tu découvres les élites, tu te dis ah ouais, ça peut aussi être ça, quoi. Oui, puis là, tu es obligé de bouturer, parce qu'on te donne une bouture paracinée, tu reviens à la maison et il faut qu'elle racine, quoi, hein. Donc là, tu trouves les façons. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment ce travail-là que j'ai fait, la Didi et en même temps, la Kikiriki. La Kikiriki a pris plus de temps parce que la Didi, finalement, c'est un cubing qu'on a fait, donc c'est-à-dire qu'un cubing, c'est, 4 rétrocroisements successifs, donc, c'est un travail spécifique, qui demande de l'observation, mais qui est entre guillemets, quelque chose de plus facile que de stabiliser vraiment un croisement. Là, on sait où on va, on recroise avec la maman et on refixe les traits de caractère de cette façon. Et donc c'est vraiment juste il faut avoir du flair sur la sélection des mâles successives dans le process, hem, mais c'est pas un vrai travail de création, puisque là, on voulait simplement copier le Riri sous forme de graines. Sur la Kikiriki, finalement, c'était un petit peu le même principe parce on a eu un clone élite aussi qui était magnifique, enfin que nous on a baptisé clone élite, mais qui était un clone que très peu de gens avaient. On a récupéré du Furibase, Sound System, sur des trucs qu'ils avaient récupérés de Jamaïque justement. Et là, pareil, on a eu ce clone pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'un autre chanteur, français nous envoie des lots de graines qu'il avait gardés sur des voyages en Jamaïque, un chanteur de Bordeaux. Et dans ces lots de graines, il y avait 2 ou 3 lots de kiki, justement. Et on a retrouvé ces terpènes très précis de la kiki dans ces graines, qui nous montraient que voilà, c'était pas du flan. Et c'est à partir de là qu'on a pu commencer à faire un travail avec mâle de kiki et femelle de kiki et commencer à croiser tout ça. Donc là, c'était un travail de continuer à stabiliser, mais sur un travail où j'avais un mâle, j'avais une femelle et c'était quand même, quelque chose de différent. Et moi, c'est les 2 vrais travaux sur lesquels j'ai commencé. Et là, ensuite, par la suite, dernièrement, j'ai travaillé un peu sur la Sembélec et sur la Respeto, mais c'est voilà, moi, le 1re variété, c'était la Didi. Dac. Et vous êtes combien? Enfin, ça après, je sais pas si tu veux répondre ou si tu peux répondre, mais vous êtes combien dans le collectif à travailler chez French Touch? À peu près. Je dirais
Ouais, ben, il y a le collectif, il y a le noyau dur, ceux qui travaillent tous les jours au quotidien. Alors on est 4 personnes, on n'est pas on est une petite équipe. Après le collectif, il est dans un sens plus large parce que, bah, Breeder Bourbon, moi j'échange et je connais bien 3 personnes du collectif, mais après je sais même pas exactement combien ils sont là-bas à faire leurs travaux. Mais sur le collectif au sens large, on va dire qu'on pourrait être une douzaine de personnes à travailler vraiment sur les mais chacun il y a certains breeders qui ont vraiment une vie, complètement normale et qui ont une variété et qui simplement font un lot de graines, à chaque fois qu'il y a besoin pour French Touch. Donc c'est l'implication de chacun dans French Touch est vraiment différente et voilà, c'est mais les gens qui sont dans le noyau dur, voilà, on est vraiment 4 personnes. Ok. Et ça a été quoi pour toi le plus gros défi que tu as vécu avec cette boîte? Ah, je pense alors, je pense que c'est une succession de défis. C'est difficile peut-être d'en classer un plus gros, heu, mais je dirais que c'est quand même peut-être au début. C'est-à-dire que, enfin, au début, il y a eu un engouement quand même, certain de beaucoup de gens qui étaient contents d'un coup de voir vraiment de pouvoir s'identifier dans une identité de seed bank vraiment avec ce truc français. Hem Et à la fois ce doute un petit peu de cette suspicion qu'on fasse un travail, valide et quelque chose qu'on n'ait pas simplement, acheté, des variétés en bulk et qu'on ait empaqueté et qu'on ait mis un joli nom, French. C'est vrai que ça a été un premier défi. Ensuite, ça a été aussi d'arriver à rentrer dans le cercle, normal du process, professionnel, de distributeur. C'est vrai que trouver le premier distributeur, qui à l'époque, du coup, ça avait été avec, Plantassure et Tiger One, avec Seedman, les 2 à peu près en même temps. Heu, Ça a été difficile parce qu'il y a une telle quantité de banques de graines que pour que le gros shop ou le distributeur t'ouvre, et te fasse une place dans son frigo, il faut quand même vraiment montrer patte blanche et générer un intérêt. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un petit peu compliqué au début. Hem Et puis ensuite, un défi après un peu plus sympathique aussi, ça a été d'arriver à faire évoluer notre packaging. Parce qu'on avait ce paquet en toile de jute, qui était tout à fait fidèle à notre image et ce qu'on voulait transmettre. Mais quand on a commencé à grandir, et c'est ce que certains nous avaient dit au départ, c'était très difficile de suivre la cadence parce qu'on achetait des gros sacs des gros sacs à patates, tu vois? Qu'on nettoyait, qu'on découpait, qu'on repassait, qu'on cousait. Il y avait des poêles partout dans la maison, dans les bureaux. Enfin, au bout d'un moment, on n'en pouvait plus du bruit des machines à coudre et des petits sacs, et donc trouver un paquet quand même qui maintienne cette essence naturelle, ce truc, et qui soit plus pratique, mais sans perdre. On ne voulait surtout pas basculer sur quelque chose d'industriel. Il nous a fallu plusieurs années pour avoir d'un coup cette idée du bouchon, qui finalement c'est souvent le cas des bonnes idées où on se dit mais comment on n'avait pas pensé. Des fois c'est simple et ça fonctionne. Ça a été aussi un défi d'arriver à faire évoluer notre packaging en gardant cette essence-là. Et puis pa et je pense que là maintenant, on est dans une autre phase de défi, où le marché a été quand même, on va dire, sans trop de changements sur les 7, 8, 9 premières années. C'était simplement arriver à faire notre trou et faire connaître la marque et rentrer auprès des acteurs qui ont pas tant bougé que ça. Alors que là, depuis quand même 5 ans, Heu, tout est en train de changer, à la fois par rapport à la légalité dans certains endroits, puis le CBD, quand on a démarré avec French Touch, ben, on parlait même pas de taux de CBD. Les premiers qui en ont parlé un peu, c'était avec CBD Crew, qui commençaient à parler de variété CBD. Mais c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a eu un boom, significatif, vraiment, et je pense que ça c'est en train d'appliquer aussi un changement quand même après du consommateur de cannabis en général. Et donc nécessairement, ça implique, hein, des changements sur le marché aussi. Ouais, j'ai Et l'impression je pense que là. que... Excuse-moi, ouais. Je dis j'ai l'impression un peu que Vas-y. là, les gens commencent à réaliser qu'il peut y avoir des ratios un peu plus balancés sur les cannabinoïdes, que les gens sont aussi en... Les consommateurs vieillissent un peu, tu vois, quelque part, et ils ont plus forcément envie de gros trucs qui font beaucoup d'effets, qu'ils ont envie de trucs un peu plus tranquilles. Et c'est vrai que du coup, je pense que
les types, je crois que c'est type 3 et type 1, ou type 2, je sais plus, commencent à rencontrer un gros succès, quoi, avec des ratios plus smooth en termes de THC. Ça m ça m'étonne pas, c'est vrai que nous, c'est une alternative qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Donc on était quand même, enfin, même quand on disait qu'on commençait à fumer, enfin nos premières expériences avec du marocain, bon, ben, on était sur quelque chose qui était quand même déjà costaud quoi, pour une première expérience. Heu et qui contenait déjà pas mal de CBD parce que dans la Beldia, on a pas mal de CBD quand même et on avait quasiment que de la Beldia, à l'époque. Mais, on n'avait pas d'alternative plus légère. C'est vrai qu'après s'il y avait l'africaine, il y avait la thaï, les variétés comme ça, et que beaucoup d'anciens apprécient encore pas mal pour le côté Madeleine de Proust un petit peu aussi et pour cet effet peut-être un peu plus créatif, un peu plus tu vois? Souvent on entend parler: «Ah maintenant le 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 cannabis ça fait plus rigoler, comme avant» et c'est vrai, mais bon, ça, c'est pour moi, c'est pas vraiment le sujet. Mais je pense qu'il y a un retour finalement, comme tu dis, à des variétés plus balancées, à des ratios plus légers, plus intéressants. Hem, Parce qu'aussi, il y a finalement cette connaissance qui l'accompagne, hein. C'est vrai que si on voit la génération au-dessus de nous, bon, ben, toutes les récoltes, elles étaient mises dans le même pot, sans forcément séparer les qualités et les variétés sédatives des variétés actives, et cetera. Et donc c'était un petit peu la surprise, quand tu prenais dans le bocal, quoi. Si, tu avais le malheur de tomber sur la grosse indica le matin, ben, la journée, elle était smooth, tu vois? Heu et là, c'est vrai que maintenant, on maîtrise beaucoup plus ce sujet-là et je pense que même des jeunes consommateurs sont tout de suite sensibles à ça, à cette, à savoir que finalement, il y a vraiment des effets différents en fonction des plantes et que le CBD dans cet esprit-là, peut avoir vraiment un truc très intéressant à jouer. Parce que je pense que quand on nous, enfin, moi en tout cas, ou les gros consommateurs de THC ont peut-être plus de mal à juger cet effet intéressant du CBD et j'aimerais parfois me dire: «Tiens, j'aimerais bien avoir goûté en premier une bonne fleur de CBD». Je suis sûr que j'aurais déjà été très satisfait, tu vois? Parce que je pense Mm. que l'expérience aurait déjà été intéressante, avec des récepteurs tout neufs et donc c'est enfin, voilà, je pense, ouais, ça permet c'est un petit peu avec comme on voit quand même le succès, tu vois? Je fais souvent un peu la comparaison, même si c'est pas tout à fait pareil, mais le succès quand même des bières sans alcool qui se sont pas mal développées, tu vois, ces dernières années, où voilà, aujourd'hui, tu as l'alternative. Il fait chaud, tu veux désaltérer, tu as envie d'une bière, bon, ben, maintenant le choix s'offre à toi de consommer de l'alcool ou pas et c'est un petit peu cette maturité, du coup, qu'on donne finalement au consommateur. Ah, maintenant, il a le choix. Mais moi, j'aime pas trop le comparo bière sans alcool, parce que je trouve les bières sans alcool, elles sont quand même vraiment pas bonnes. Alors que franchement, Ah ouais, je suis d'accord, moi j'en vois t'avais... jamais, mais Ouais, j'en vois partout, donc je me dis qu'elles doivent quand même rencontrer un certain succès, ouais, ouais, sinon c'est elles, sûr. Mais t'as le côté gustatif est quand même relativement similaire sur certains strains. Tu peux avoir des taux de terpènes assez hauts, comme sur des variétés THC. Et c'est sûr que d'un point de vue effet, t'auras pas la même chose, mais sur le côté ouais, gustatif, c'est quand même. On commence à toucher des trucs assez cool maintenant, quoi. ah bah, c'est certain, mais ça, d'un côté les techniques, enfin, déjà au départ, tout était mal rabaissé, mal washé, donc c'est vrai que et on avait enfin tous les shops qui commençaient à ouvrir par précaution, voulaient essayer au maximum d'être dans les clous et d'avoir des fleurs au bon taux et donc bah, il n'y a pas de secret. Tu sais comme moi que, surtout dans les premières années, bah, pour être dans les bons taux, il fallait avoir des fleurs washées et donc c'est vrai que là, au niveau terpènes, Ah, on perdait toute la partie c'était rien, c'était une coquille voilà et là vide, quoi. maintenant Il y avait pas d'effet, pas de goût, c'était bon. c'est ça. Donc là, c'est vrai qu'une première expérience du CBD sur une fleur mal washée, ça c'est forcément décevant. Là, c'est vrai que maintenant, avec des génétiques qui sont maintenant naturellement dans les bons taux et avec des techniques pour washer qui ont vraiment évolué et qui arrivent à préserver, ce qui est un petit peu sensible, en tout cas à le préserver bien mieux qu'avant. Heu, Moi, c'est vraiment moi, mon expérience positive sur le CBD, c'est justement quand les terpènes sont suffisamment intéressants pour que mon mon corps et mon appréciation soient dupés, finalement. Parce qu'au bout de 2 bouffées, beh, je retrouve ces marqueurs que j'ai
avec le THC et donc j'en oublie finalement et c'est là où c'est intéressant parce que il faut le consommer de façon objective, hein. C'est le consommateur qui va le consommer déjà en disant: «Non mais ça de toute façon c'est pas intéressant». Nécessairement l'effet ne va pas être intéressant et quand les terpènes te font oublier cette différence finalement, parce qu'après on parle d'une molécule, qui n'a pas de goût, donc qu'on apprécie que dans son effet, beh, là pour moi c'est là où voilà, c'est là où c'est gagné. Heu et en plus je suis quelqu'un qui en général enfin je fume toujours de façon active, donc en train de bosser ou en train de faire quelque chose et donc là si le goût me plaît et ne me dérange pas, bah, je reviens à mon activité et je continue et là où c'est appréciable, c'est qu'effectivement, au lieu d'avoir ce petit ralentissement ou ce petit coup de fatigue, après et ben là, il est absent et là, c'est vrai qu'on continue dans cette même productivité et finalement, c'est là où je trouve que c'est très agréable. Si on a eu à la fois le plaisir gustatif et le plaisir d'être près de la sensation, d'avoir quand même de la détente, mais on reste dans une productivité optimum. Pour moi, voilà, en tout cas, c'est après, c'est peut-être, comme tu dis, quelque chose un petit peu du consommateur qui vieillit. Quand on est papa et qu'on dort un peu moins bien, on est un peu plus sensible, quand même aux herbes un peu fortes qu'on pouvait fumer avant en journée sans problème. Là, c'est vrai que c'est plus tout à fait pareil. Ouais, c'est sûr. Du coup, on digresse beaucoup, mais c'est super cool. Enfin, moi, j'aime bien. Ah bah On va revenir sur French Touch Seed. ah oui, on Euh, bascule sur le CBD, mais en même temps, ouais, mais avec c'est normal. Platinum, c'est local. T'inquiète. Il y a pas de stress. On est là pour discuter tranquille. Si ça divague, c'est cool. Ouais, du coup, c'est pour revenir sur FTS. Toi, c'est quoi la réussite dont t'es le plus fier dans French Touch? Hem, je pense que, bah, déjà, c'est avoir réussi à lancer ce projet et à le faire durer, à maintenir notre ligne de conduite, finalement, intacte dans le temps après 14 ans et on a réussi quand même à bâtir voilà, une belle image de marque. On s'est quand même différencié par notre créativité, au fil des salons et des stands qu'on a fait. On a toujours su, finalement avec peu de moyens, réussi à attirer l'attention, avec quand même des concurrents, déjà bien en place et donc voilà, je dirais que sur ça, on a réussi à mettre en place notre touche française finalement, et on est quand même relativement reconnu comme tel et je pense que là maintenant, après toutes ces années, on a vraiment une reconnaissance qui commence à porter ses fruits avec le fait qu'on soit nominé par exemple à l'ICA cette année. On va le fait que j'ai été, aussi nommé en juge pour cette compétition. Malheureusement, le côté juge, il est reporté sur l'année prochaine, mais c'est quand même aussi une reconnaissance pour moi. La Platinum l'année dernière. Voilà, c'est des petites choses qui font que French Touch s'assoit dans le temps, ça s'assoit dans l'histoire du cannabis aussi, en Europe et en France et voilà, pour moi, ça, c'est vraiment le truc sympa et puis c'est vrai que on a quand même accompagné pas mal, depuis le début, on a quand même très souvent reçu des longs emails, des messages de gens, de Français qui voulaient, savoir comment on avait fait, comment est-ce qu'ils pouvaient aussi, peut-être faire la même chose ou travailler dans le secteur et pas toujours pu répondre. On a toujours fait de notre mieux, mais on a quand même, conseillé pas mal de gens ou appuyé pas mal de gens pour aussi, commencer à mettre un pied dans le secteur. Je pense qu'avec, que Technigro finalement, qui est quelque chose qui reste associé à French Touch, en tout cas dans le milieu professionnel ici, a aussi été quand même un vrai quand on parlait de défi tout à l'heure, un vrai défi, même un vrai challenge et d'avoir réussi à le faire pendant 4 ans finalement, je pense que Technigro, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup influencé le milieu du gros shop pendant ces années-là. Heu, de gens qui ont commencé voilà, qui ont fait leur premier contact professionnel, qui ont trouvé du boulot dans des grosses sociétés qui avaient pas de représentation en France. Hem et ça, je pense, enfin, pour moi, ça fait vraiment partie des choses,
d'arriver à faire un salon d'équilibré et de ne pas pouvoir toucher ni à la graine, ni au CBD, parce que le CBD commençait à apparaître sur les dernières éditions. En 2018, déjà, on aurait pu avoir des exposants CBD, mais c'était trop tôt. On n'a pas trouvé la façon de le monter, mais on a quand même réussi à aller au bout des choses. Et ça, je pense que c'est aussi une vraie, voilà, enfin pour moi, une vraie réussite dans notre parcours. Et concernant French Touch, comme je te disais, c'est d'arriver, voilà, à avoir maintenu cette ligne de conduite, de continuer à recevoir des messages justement de soutien ou de gens qui ont envie de travailler avec nous, de breeders dont on n'a jamais entendu parler, mais qui travaillent depuis dans l'ombre, depuis 10 ans, depuis 15 ans sur des travaux et qui sont souvent incroyables. Euh, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment voilà, une réussite et un accomplissement. Et c'est marrant que tu me parles, tu vois, des emails que tu reçois de Français qui te demandent un peu des conseils. Je voulais te poser une question là-dessus. C'est quel regard toi tu portes un peu sur la scène du breeding français un peu underground là qu'on voit émerger. On voit là, sur les réseaux qu'il y a quelques marques. Je pense à Dream Genetics, je pense à Beuchat Seed Company. Enfin, c'est les deux qui me viennent en tête. Il y en a sûrement d'autres, mais on en voit passer quelques-uns. Ouais. Et je me demandais quel regard tu portais un peu sur cet élan qu'on remarque un peu en ce moment en France. Écoute, c'est vrai que depuis quand même quelques années, il y a comme ça justement des breeders underground français. Nous, c'est quelque chose qui nous a toujours, bah, toujours plu, qu'il y ait, voilà, qu'on soit plus nombreux, c'est la façon d'avancer. À chaque fois, nous, qu'on a pu rencontrer d'autres breeders, ben, on s'entend très bien. Pour moi, une des autres banques françaises qui est vraiment sérieuse, qui fait du super bon boulot, c'est Canifa Genetics, avec qui on s'entend très bien. Euh, Ceux que tu nommes, on s'est croisés, mais on n'a pas eu l'occasion de partager des vrais moments comme ça de connexion. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est très bien, qui est très intéressant. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer la chose et à pousser. Et puis, il y a quand même aussi, il y a ce côté-là de ceux qui sont vraiment breeders underground THC et qui le font en plus en France, donc chapeau. Heu et il y a aussi des breeders, plus chanvre, mais qui ont aussi le côté THC qui commence à émerger et je trouve ça aussi assez intéressant. Ils viennent un petit peu faire, du pied de nez un petit peu au côté catalogue, au côté MPIT et ça, je pense que c'est Hmm. des choses qui vont venir un petit peu pousser aussi au changement. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'avait surpris, moi, au début du milieu du CBD. C'est de pas retrouver de. Bah, il y avait une séparation nette entre les deux milieux. Il n'y avait pas de gens qui venaient d'un milieu pour aller vers l'autre ou l'inverse. Et, euh, Mmh mh. et ça a mis un peu de temps à émerger. Je pense que ça doit faire 2 ans maintenant qu'on commence à avoir des gens qui viennent un peu du milieu du THC qui s'implantent dans le milieu du CBD. Et très clairement, c'est eux qui sont en train de pousser la filière française vers le haut en ce moment. C'est vrai que je pense qu'au début, le consommateur de THC, on est tellement habitué à cette persécution, tu vois, de longue haleine, qu'on a finalement un petit peu cette paranoïa de la sanction, ancrée en nous. Et donc c'est vrai que moi je vois tous les arriver, on y a tous été, Je te coupe, ça. avec des Faut que pincettes. tu répètes, ça a coupé. Je sais Ah pas ce pardon, qui s'est passé. je disais quand le CBD a commencé à exploser en France, les acteurs déjà présents depuis longtemps, plus THC, ont tous attendu un peu et étaient dans l'observation de dire: «Hop, hop, hop, attention là», et finalement sont vraiment allés avec des pincettes et ont mis du temps à y aller eux aussi. Et certains d'ailleurs, ils sont allés trop tard. Mais je veux dire que ça a mis du temps. Et c'est vrai que comme tu dis, il y a quand même forcément un lien parce qu'on est enfin le travail, et cetera, elle est la même, hein. Et d'ailleurs, c'est des ingrédients qu'on peut même mélanger pour arriver à obtenir d'autres variétés de chanvre plus intéressantes et vice versa. Heu, Nous, c'est vrai que dans le début de nos travaux, avant que le CBD ait un vrai intérêt, on travaillait sur des croisements de variétés de chanvre, avec nos variétés, plus pour rehausser le taux de CBD de nos variétés THC, finalement. Pas dans cette recherche
de rajouter du terpène en restant bon dans les taux. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de demande pour ça. Et donc finalement, c'est des travaux qui sont connexes. Si tu restes que sur des variétés de chanvre pour créer une nouvelle variété de chanvre, tu restes limité quand même dans tes ingrédients. Donc c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a ce truc-là aussi, je pense. Et comme Et, tu dis, on sent quand même cette avancée du THC qui gagne un peu de terrain petit à petit. Heu, le fait que l'Allemagne quand même, avance sur ce sujet, je pense que c'est une bonne chose pour pousser, voilà, les blocs un petit peu voilà, obliger un peu les blocs au mouvement. Maintenant, on voit que même dans un pays qui a la volonté de le faire, bah, il est quand même ralenti par les autres et que ça voilà, tout ça prend un peu de temps. ouais, très clairement, l'Europe a mis pas mal de freins, je crois, à l'Allemagne. Ils font pas exactement Ouais, ce qui était prévu dès le départ. Ils ont dû revoir un peu leur projet à la baisse, mais bon. exactement. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et bon, voilà, beh, forcément, de toute façon, le principe de l'Europe, demande un accord et d'ailleurs, c'est ce qui nous enfin, c'est ce qui a permis de faire bien avancer déjà le côté CBD, heu, grâce justement au droit européen, Mmh. finalement. Mais je Parce que si pense on avait que dû ouais, compter sur le droit français, je pense qu'en France, voilà. ça va se passer comme ça. Ce sera jamais, le gouvernement qui prendra l'initiative, ça va être, l'Europe qui va les contraindre, au bout d'un certain temps. Ça va prendre du temps, mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Ouais, mais finalement, s'il y a une certaine forme de jurisprudence qui s'installe dans ce sens, bon, bah, écoute, on avancera plus doucement, mais on avancera et finalement, c'est ça qui compte et c'est vrai que c'est ce qui est en train un petit peu de se passer, comme tu dis. Donc si cette jurisprudence qu'il y a eu par rapport au CBD va se prolonger dans le temps avec les possibles avancées du THC autour de nous, bah, effectivement, voilà, on ira vers une uniformité avec des différences entre les pays, mais avec quand même, certaines, voilà, un certain accord et une certaine harmonie. Mmh. Et comment tu vois toi, l'état, de l'industrie en ce moment en France et plus généralement en Europe? Que ça soit, aussi bien côté CBD que côté THC? Ben, pour moi, on est déjà dans une vraie période quand même de métamorphose, hein. Hem, si on parle du secteur français qui est celui quand même qu'on connaît le plus, je sais qu'en ce moment, certains magasins de CBD donc sont quand même dans une difficulté, ou en tout cas ils sont plus voilà, dans cette euphorie, du début. Les gros shops, eux, sont ceux qui en souffrent le plus en ce moment. C'est vrai que nous, quand on a fait, tu vois, la dernière édition de Technigros, en 2018, on avait démarché à peu près 330 gros shops pour venir au salon. Là, aujourd'hui, en France, de gros shops actifs, il doit en rester une centaine. Donc ça veut dire quand même, un tiers enfin, il reste plus qu'un tiers de tous les gros shops qui étaient ouverts. Donc ça montre quand même une évolution, conséquente, hein. Hem et c'est pas parce que les 100 gros shops qui restent sont devenus des macros gros shops et qui ont englobé, les autres. Je pense qu'il y a une métamorphose sur le terrain. Mon analyse personnelle, c'est que, à la fois cet engouement pour le CBD, il n'est pas anodin au changement, et que forcément, c'est pas que des nouveaux consommateurs qui font tourner et qui ont fait tourner toutes ces boutiques. C'est, comme on en parlait tout à l'heure, une évolution aussi de la consommation du consommateur de THC habituel, qui finalement gère sa consommation d'une autre façon. Et je pense que l'accès du coup au THC, même, à distance et même via les nouveaux moyens, via les réseaux, tu vois? Enfin, aujourd'hui, voilà, avant il fallait aller, au quartier, maintenant, tu vas sur Telegram, tu vas sur Snap, tu vas sur, n'importe quelle, application, on te propose, sur Instagram, et les gens reçoivent bien souvent. Donc c'est vrai que à la fois d'un côté tu as ça, de l'autre côté en bas de la rue, tu as du CBD de bonne qualité avec des fleurs, bien, heu, donc finalement là, pour moi le cannabiculteur qui avait sa petite armoire dans son appart, qui faisait du bruit et qui dérangeait et qui générait un petit peu un stress, je pense que celui-là est en train de disparaître un petit peu, heu et à mon avis, c'est ça qui impacte beaucoup les gros shops parce que c'était quand même en France, on n'est pas avec, comme on peut, entre guillemets, «voir en Espagne ou dans d'autres pays avec des grosses cultures illégales». Il y en a, mais c'est pas le pays, où tu as envie d'aller t'installer. Enfin, je veux dire, donc je pense qu'il y a un vrai phénomène sur ça quand même qu'il y aura pas un changement,
moins quand même d'autoculture et c'est ce que cherchent les autorités à ce niveau-là. Mais du coup, plus d'accès finalement quand même aux produits, à des produits qui viennent de Californie, au marché noir, à des produits qui viennent de plein d'endroits de plus en plus qualitatifs, hein, de plus en plus de concentrés qui sont pratiquement impossibles à à détecter. Donc je pense qu'il y a un vrai changement, de ce fait, en tout cas concernant la culture en soi, hein. Et parce que moi, c'est vrai que nous, ce qui nous concerne, c'est ça. Donc pour nous, pour les grainetiers, si les gros shops vont mal, bah, c'est qu'il y a nécessairement moins de gens qui cultivent et que nécessairement moins de graines sont vendues sur ce territoire. Et là, en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer clairement sur une bonne partie de l'Europe. Donc, voilà, on a même un petit peu une crise sur la partie gros shop, sur la partie aussi un petit peu graines, surtout en France. Mais il y a voilà, en tout cas, il y a on est obligé de faire un peu ce constat, tu vois? Où quand là, c'est clairement des chiffres. 2 tiers des gros shops qui ont fermé, 1000, boutiques de CBD qui ont ouvert. Donc il y a une évolution clairement, de terrain et une évolution un petit peu profonde. Hmm. Et puis en plus, c'est vrai que à la limite, si la majorité des cultivateurs de CBD français avaient fait de l'indoor, peut-être que les gros shops auraient pu faire le switch pour fournir en matériel enfin peut-être pas les gros shops, mais au moins les plateformes de grossistes auraient pu au moins faire le switch pour Oui, aller vendre à ces cultivateurs, mais la majorité des cultivateurs le font en outdoor ou au pire en greenhouse, donc c'est vrai que ouais, ça doit pas être un moment facile pour les gros shops pour échanger avec quelques-uns d'entre eux. C'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde m'a dit cette année, ouais. Et encore plus, je crois, et cette année bon, parce que que l'année dernière, parce que l'année dernière, ça avait l'air d'aller, ouais, mais cette année, j'ai l'impression que c'est dur pour tout le monde, ouais. dernière, c'était déjà le cas, hein. C'est-à-dire que déjà avant l'été, c'était déjà un peu compliqué, où les shops disaient: «Ah, voyons voir cet été». L'été a été vraiment difficile pour beaucoup et donc tout le monde espérait la rentrée, la reprise de septembre, qui finalement n'a pas vraiment eu lieu. Donc c'est vrai que comme tu dis, il y a voilà, les magasins quand même, enfin je veux dire, c'est pas le cas de tout le monde parce qu'après il y a des franchises et il y a des shops qui fonctionnent très bien. Mais sur la partie gros shop, en tout cas, c'est compliqué, c'est vrai. Et il y a beaucoup enfin, ceux qui ont justement réussi à franchir un peu le pas, ils font un petit peu ce que tu dis justement quand même, de proposer maintenant aussi un service pour les chambriers qui sont par contre, devenus un nouveau client qui qui n'était pas intéressant sur du chanvre industriel, puisqu'on est plus sur un côté agricole. Mais c'est vrai que là, dans le CBD, on est sur du cannabiculteur qui sait ce qu'il fait et même en serre, qui a besoin de bacs, de systèmes d'irrigation, qui a besoin d'automatiser certaines choses, qui a besoin de contrôler certains paramètres et moi, je te disais que justement, enfin si, que les chanvriers constituaient quand même, aujourd'hui, c'est vrai, une nouvelle clientèle pour la partie matérielle aussi un petit peu gros shop. Ah oui, c'est certain parce que, les chanvriers quand même, enfin en tout cas les chanvriers, il faudrait presque avoir un autre terme, surtout les cultivateurs de CBD, parce que dans les chanvriers, hein, on a vraiment différentes choses, mais le aujourd'hui, le cultivateur de fleurs CBD est quand même en train de devenir, expert, et vraiment d'utiliser du matériel quand même de plus en plus de pointe et il y a quand même des cultures intérieures qui sont en train de se monter relativement conséquentes Ouais, ouais, et ça il y a quoi, c'est, comment il s'appelle? Happy Pouce, qui est un truc un peu connu en France, mais sinon, c'est vrai que j'entends pas ouais. beaucoup parler d'Indoor. Ça commence un peu, mais j'en vois peu, Ah, quoi. je pense qu'après pour le moment, ils ont pas forcément intérêt à non plus trop en faire parler, entre guillemets, enfin, au niveau public, j'entends, Hmm. même si, ils sont légitimes, mais c'est si, dès qu'il commence à y avoir de toute façon, ça demande quand même un peu plus de moyens, hein. Pour monter un espace indoor, ça demande quand même un certain investissement. Hmm. Donc aussi, il faut avoir cette capacité-là. Mais, mais la volonté est là et les talents sont là. Donc Hmm. ça, je pense que ça va continuer effectivement à se développer sur cette partie-là. Après, je pense pour le problème pour les Français qui voudraient se lancer en indoor, c'est que bah, le prix de production est quand même relativement plus élevé que dans les pays frontaliers
où on vient chercher de la fleur comme en Italie par exemple. Et du coup, déjà que la fleur française peine un peu, enfin peinait, maintenant ça commence à aller un peu mieux, mais peinait à se faire une place sur le marché français. Je pense que c'était peut-être compliqué aussi pour eux d'envisager de se tourner vers de l'indoor qui ont des coûts de production encore plus élevés du coup, et du coup des prix de revente encore plus élevés, quoi. Bah, comme tu dis, c'est sûr que sur ça, le marché est quand même avec une concurrence, sur des pays qui sont déjà bien installés en termes de production. On est sur des prix pour lesquels le cultivateur français peut difficilement rivaliser. Mais c'est là qu'on voit aussi la créativité française et on a pu l'observer justement sur la première édition de Platinum l'année dernière, où voilà, on se différencie, un petit peu comme ce côté qu'on a su prendre avec French Touch, parce que finalement, c'est cette identité aussi française qu'on a, avec on en parlait beaucoup, le mot qui revient et qui est resté de la première édition Platinum, c'est justement le mot terroir, qui est quand même un mot presque typiquement français. euh, et je pense que ça résume assez bien le truc. C'est que finalement, voilà, certains ont trouvé l'axe plus extraction, résine, tu vois, et proposent maintenant des produits quand même super sympas. Et on s'est orienté plus vers je trouve, sur le modèle français, ce qui fonctionne, en tout cas de mon observation, c'est quand même plus une production pas forcément démesurée, mais qualitative et savoir valoriser son produit et le transformer éventuellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire avec du beau produit, voilà, ça c'est quelque chose qu'on sait bien faire en France et qui il a fallu peut-être un petit moment pour que les magasins ils soient sensibles et le valorisent et acceptent de payer effectivement un prix différent. Ouais, c'est sûr. Ouais, je pense que le parallèle avec le vin, enfin, calquer un peu l'image à l'international qu'on a avec le vin, réussir à faire à le reporter sur le cannabis, ce sera un peu notre seul moyen de tirer notre épingle du jeu, parce qu'il y en a qui sont déjà hyper en avance, et il faut qu'on puisse vendre notre côté un peu français, comme tu as pu le faire au travers de French Touch sur la filière française, quoi. Top. Oui, ben, finalement, ça a du sens parce que c'est comme ça qu'on est un petit peu perçu, comme tu dis, par rapport à ce côté un petit peu enfin, voilà, quand on parle effectivement du vin, c'est vrai que c'est quelque chose où rapidement les gens font le rapprochement. Mais cette façon qu'on a de nous percevoir, c'est parce qu'on a ce côté-là aussi. Ouais, oui, c'est pas qu'une image, je suis d'accord. On Voilà. cherche toujours à avoir un Et truc de qualité, qui a du goût, qui... Ouais, on oui, aime ça quand on est des mangeurs, on est des latins, tu sais, on aime la bouffe, on aime la chair, c'est ça, et je pense que ça se c'est la retransmet sensibilité. aussi dans ce qu'on fait, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, vu le contexte actuel, je voulais te poser la question de quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, que ça soit dans le breeding ou dans le marché du cannabis en général. Alors pour quelqu'un qui veut se lancer à 100, ça dépend un petit peu vraiment des directions, mais quoi qu'il arrive, bah, aujourd'hui, il y a, énormément de sociétés qui sont en expansion avec des postes à pourvoir. C'est-à-dire que, enfin, on peut quand même beaucoup plus facilement qu'avant espérer trouver une place quelque part dans ce milieu-là. Quoi qu'il arrive, je pense que plus le temps passe, plus il y a de portes possibles quand même ouvertes. Mais effectivement, voilà, savoir parler anglais, minimum, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de beaucoup de termes techniques qu'on utilise, sont aussi anglophones. Donc, et en tout cas, voilà, enfin, transmettre sa passion et y aller et c'est de plus en plus possible. Ok. Euh, Bah, du coup, je te remercie pour le temps que tu as accordé pour le podcast. Et avant de se quitter, je voulais te demander, est-ce que tu as une petite réflexion ou un petit leitmotiv que tu voudrais partager avec les gens qui nous regardent? Ah bah, écoute, là, comme ça, on a parlé quand même de pas mal de choses. Mais bon, quoi qu'il arrive, un truc que j'aime bien dire, c'est que quand même si c'est pas assez rapide par rapport à ce qu'on pourrait espérer, je disais, je pense qu'on est la génération qui vivons le changement et puis voilà et regardons vers l'avenir et je pense qu'il y a quand même de bonnes choses à venir.
Super. Et ben merci beaucoup Victor et puis bah, on se dit à bientôt écoute. Avec Et plaisir, puis Yann. De à toute la façon, prochaine oui, fois on fera. pour le Canacast. Salut tout le monde.